Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes synchronisées de Océan FM, de Soleil FM et de Urban FM de Parakou. Les trois stations de radiodiffusion ont décidé donc de se donner la main à l'occasion des 100 premiers jours du président Patrice Talon. Bien qu'il soit encore trop tôt pour faire un véritable bilan de l'action gouvernementale, il semble opportun d'examiner l'avancée des dossiers prioritaires qui attendaient le chantre du nouveau départ au moment de son élection le 20 mars dernier, ainsi que les défis auxquels il a fait face depuis son arrivée à la tête de l'État. Hostile au folklore qui entoure la fonction présidentielle, Patrice Talon semble vouloir la modeler à son image 100 jours après où on est bien sûr le gouvernement de la rupture. Les Béninois oscillent entre satisfaction, grogne, impatience, espérance et encouragement. En studio pour nous parler donc des acquis des 100 premiers jours du chef de l'État, nous avons le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Joseph Fifame Diogbenou, un des hommes de main du président Patrice Talon. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 pour m'accompagner dans cette émission spéciale. J'ai à mes côtés mon excellent ami et confrère de Soleil FM, Vigile Avancé. Vigile, bonjour. Bonjour, Askis Sarfoueno du Dravo, bonjour à tous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vigile. Oui, monsieur le ministre, maître Joseph Diogbenou, pendant les 100 jours donc, du nouveau régime, votre régime, les secteurs qui se sont illustrés, c'est entre autres le secteur de la justice, et pas forcément positivement. On dit que le lundi passé, vous aurez fait appel au magistrat qui a décerné un mandat d'arrêt contre les membres du CONOR, parlant donc du problème du football, contre les représentants de la FIFA et de la CAF à cette assemblée générale qui a abouti à l'élection du président de la Fédération béninoise de football. Vous avez appelé donc le magistrat pour lui demander de rapporter cette décision d'arrestation de ce mandat d'arrêt contre ces personnes. Je vous remercie. On dit beaucoup de choses, messieurs les journalistes. On dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. On dit beaucoup de choses sur lesquelles j'estime que la presse et les journalistes de grande qualité devraient pouvoir recueillir les informations les plus précises. C'est vrai que nous sommes dans une démocratie de WhatsApp et de Facebook, que tous les fantasmes deviennent des informations et que toutes les craintes deviennent des réalités. De quoi s'agit-il ? Premièrement, il s'agit de ce que nous-mêmes, garde des Sceaux, ministre en charge de la justice et de la législation, nous avons été informés par Facebook et WhatsApp que des mandats d'arrêt, mandat d'amener d'abord et mandat d'arrêt auraient été décernés. Je dis bien nous-mêmes, garde des Sceaux. Deuxièmement, vous savez que je vous en prie, vos auditeurs ont le droit d'être amplement informés. Et lorsque les idées sont coupées, ça nous met un peu dans l'impossibilité d'apporter une information complète. Allez-y. Il s'agit donc de ce que nous-mêmes, garde des Sceaux, nous avons découvert sur les réseaux sociaux que mandat d'amener et mandat d'arrêt après ont été décernés. Et que, deuxièmement, nous sommes préoccupés à travers le procureur de la République. Vous savez que le procureur de la République est la vue du gouvernement dans l'enceinte judiciaire. Si le juge du siège est la bouche de la loi, le procureur de la République est le regard de l'État, est le regard du gouvernement. Nous avons sollicité de notre cabinet et du procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, en tout cas le substitut général, de faire en sorte que nous ayons les informations. Et donc, la personne la mieux à même de nous informer, c'est le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo. Nous avons appelé le procureur de la République après, à notre cabinet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on discute dans un cabinet avec un ou deux magistrats, cela se retrouve aussi dans la presse, ce qui est une anormalité, d'une gravité inestimable. Mais il est vrai que nous avons reçu dans notre cabinet le procureur de la République, en présence, puisque tout est su, tout doit être dit, de notre directeur de cabinet et du premier substitut général près la Cour d'appel de Cotonou. Nous avons posé la question essentielle, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que lui-même a pris des réquisitions pour les différents mandats ? Parce que vous savez, dans le processus judiciaire, en matière pénale,
pour qu'un juge d'instruction, je vous rappelle que c'est une plainte avec constitution de partie civile. Donc, ce sont les personnes intéressées qui ont saisi le juge d'instruction directement. Mais pour qu'il accomplisse des actes, il faut que le procureur de la République présente ses réquisitions. Nous avons demandé au procureur de la République s'il a présenté des réquisitions, dans quel sens il a présenté des réquisitions. Sur le mandat d'arrêt, est-ce qu'il a présenté des réquisitions et dans quel sens? Est-ce qu'il a reçu une notification du mandat d'arrêt? Pourquoi nous posons cette question, M. Aroncet? Un mandat d'arrêt, c'est un acte, c'est une décision rendue par un juge du siège. C'est une décision de privation de liberté. Et c'est le gouvernement qui exécute ça. Vous voulez que le gouvernement exécute une décision sans en avoir connaissance. Et le procureur de la République nous a informé de ce qu'il n'a pas connaissance du mandat d'arrêt. Nous lui avons demandé de nous l'écrire, de nous faire un point écrit de la situation et de la situation du dossier, ce qu'il nous a fait par ailleurs. Et donc, je voudrais vous répondre. Premièrement, nous n'avons jamais sollicité d'un juge du siège de venir à notre cabinet parce que vous avez parlé de juge d'instruction, cela n'est pas notre rôle. Nous n'avons jamais critiqué, à partir des éléments que sans doute vous avez, un juge d'instruction d'avoir pris ces décisions. Mais ce que nous critiquons, ce que nous contestons, aucun juge du siège, après avoir rendu une décision, ne peut exécuter lui-même sa décision. Parce que cela contient une entorse dans la séparation du pouvoir. On comprend bien que si le mandat d'arrêt n'a pas été notifié formellement au procureur de la République, par qui a transmis ces mandats aux officiers en charge de l'exécuter? Le gouvernement, en tout cas le garde des Sceaux que je suis, est très préoccupé par le respect de la séparation des pouvoirs. C'est un acte d'émission pour un gouvernement de s'introduire dans les activités du juge du siège. C'est un acte d'abus pour un juge de s'assurer lui-même de l'exécution des décisions qu'il prend. Maître Diogbenou Soufflé, qu'on vous écoute la radio, c'est là. Mais quel est, disons, l'intérêt que vise votre démarche? Est-ce que le juge d'instruction notifie au procureur à chaque fois? Absolument. À chaque fois. Absolument. Et l'intérêt de votre démarche, c'est d'avoir délivré le mandat d'arrêt ou le mandat d'amener. Vous étiez contre ou c'est le fait simplement que le juge n'ait pas notifié cela? Le problème n'est pas au niveau, je veux dire, des états d'âme, des opinions du ministre de la Justice que je suis. Vous savez que le procureur rencontre au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice rencontre au président de la République. Nous sommes sur le terrain des libertés. Nous sommes sur le terrain de l'ordre public, nous sommes sur le terrain de la représentation du Bénin, nous sommes sur le terrain de l'incarnation de la justice, pas l'État. L'État n'est pas saucissonné. Celui qui répond politiquement du bon fonctionnement de la justice, c'est le président de la République. Et c'est pour cela que, dans toutes les règles, dans tous les pays du monde, quel que soit le système judiciaire, vous avez toujours le regard de celui qui incarne l'État dans l'environnement, dans l'enceinte judiciaire. C'est de la normalité. Vous voyez, il y a quoi à Karimama cette semaine? Il y a qu'un peu avec, etc. Le procureur de la République a agi. Nous avons sollicité qu'il nous présente l'état des lieux. Et que, s'il avait déjà accompli des actes, nous le sollicitons pour qu'il en accomplisse davantage. Quel que soit le territoire, quelle que soit la compétence judiciaire, dès qu'il y a un procureur de la République, il y en a 14. Dès qu'il y a un procureur général, il y en a 3. Eh bien, ils doivent rendre compte. Je suis dans un lien, dans une relation institutionnelle de proximité avec le procureur de la République. Mais on sent aisément que votre problème, c'est le fait même d'avoir délivré ces mandats. Pourquoi vous devinez ce que je n'admets pas de votre part, c'est de deviner mes intentions. Pourquoi vous devinez? Pourquoi vous? Quelles que puissent être les intentions que vous avez à l'égard du gouvernement, ne discutez pas au ministère de la Justice et donc au gouvernement ces prérogatives institutionnelles. Cela n'est pas normal, c'est l'État que vous affaiblissez. Si vous considérez maintenant qu'un procureur de la République ne peut pas informer le gouvernement, nous sommes dans un autre système judiciaire, même pas dans un autre système judiciaire, nous ne sommes plus sur terre. Nous décloisonnons, nous déconstruisons l'État. Parce que vous voyez, les membres du CONOR, ce sont des personnes en vue, M. Aroncet. Ce sont des personnes, ils vont se défendre.
Mais imaginez combien de fois, peut-être, des juges d'instruction rendent des mandats d'arrêt et n'informent pas sur de simples personnes, sur d'humbles personnes, n'informent pas le parquet, n'informent pas le procureur de la République et assurent l'exécution eux-mêmes de leurs décisions. Un juge, lorsqu'il rend une décision, il est décisif. Le gouvernement sera responsable, mais entièrement responsable, de ce qu'on lui notifie un mandat d'arrêt, de ce que, contre ce mandat d'arrêt, il n'exerce aucune voie de recours, il ne prend aucune position et il met le mandat d'arrêt sous le boiseau. Il sera responsable, il sera châtié, il sera critiqué, et je l'admets. Mais il appartient au gouvernement d'exécuter les décisions en matière pénale. Et surtout lorsque cela constitue un mandat d'arrêt. Il faudrait que nous respections la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est d'une part le fait pour le gouvernement de ne pas s'immiscer, entrer dans les prérogatives du juge du siège, mais c'est aussi le fait pour le judiciaire de ne pas entrer dans les prérogatives de l'exécutif. Et en l'état actuel des choses, quelle est alors la suite qu'il faut réserver à cet acte du juge? Dans tous les cas, vous avez, je lis aussi sur les réseaux sociaux que c'est une anormalité, d'une gravité exceptionnelle qu'un parquet et qu'un gouvernement donnent des instructions dans le cadre de la procédure. La procédure, c'est l'outil protecteur de la liberté. Lorsque le gouvernement a une opinion sur un dossier, il instruit le procureur de la République. La seule chose que nous ne pouvons pas faire, et conformément aux dispositions de notre code de procédure pénale, nous ne pouvons pas donner des instructions de non-poursuite. Nous ne pouvons pas donner au procureur de la République de ne pas avoir à poursuivre mais nous pouvons donner, lorsque nous considérons que dans des cas déterminés, soit il faut solliciter l'annulation de tel acte, soit il faut interjeter appel, nous donnons des instructions au parquetier. Et de ce point de vue, nous avons donné des instructions dans ce sens. La Cour d'appel de Cotonou est saisie, elle décidera de ce qu'il appartiendra. Alors, Monsieur le ministre, vous avez récemment pris un arrêté pour annuler les tests de loi qui octroient des émoluments donc au greffier en chef. Cela a provoqué bien sûr le courroux, bien sûr la colère bien sûr de ces greffiers-là. Mais vous êtes revenu encore sur votre décision. Nous allons écouter très rapidement le greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou et président de l'Union nationale des officiers de justice et greffier en chef du Bénin, Maître Abou Seydou, qui nous parle également des autres difficultés dans la maison de justice. Maître Abou Seydou. On ne peut pas prendre un arrêté ni un décret pour annuler un test de loi qui octroie, des tests de loi qui octroient des émoluments au greffier en chef. Pas un arrêté, on cherche à annuler ces tests de loi. Heureusement pour nous que le garde des Sceaux a bien compris l'enjeu et a pris un arrêté pour suspendre l'arrêté Crelé. Il a fait preuve de courage. Beaucoup de choses lui échappent aussi parce qu'il n'est pas en contact avec tous les acteurs de la justice. Par exemple, au greffe, nous avons encore plus de 6 conteneurs de la drogue au port. Mais moi, j'ai écrit au garde des Sceaux, j'ai lui envoyé 3 lettres pour lui, mais attention, et ces conteneurs sont au port, il faut les détruire. Avant, on utilisait les fonds de greffe. Et lorsqu'il y a de ces drogues, tout de suite, on programme et on va les brûler. Actuellement, nous n'avons plus de fonds. La fois passée, nous avons saisi plus de 53 kg de drogue. La seconde difficulté, actuellement, les coups d'appel, tous nos coups d'appel, à Bomé, Parakou, même à Cotonou, il n'y a pas de magistrat. Sinon, les dossiers sont bloqués. Vous avez des officiers qui sont là, ils ont passé le concours, ils sont reçus. Mais depuis 4 ans, ils n'ont pas prêté serment. Faute de moyens financiers. Nous avons écrit au garde des Sceaux, on l'a relancé plusieurs fois, mais jusque-là, on ne s'occupe pas de leur prestation du serment. Voilà, monsieur le ministre, votre réaction par rapport à... C'est une série de difficultés, c'est vrai. Ce sont des problèmes que nous sommes venus retrouver dans la maison de justice. D'abord par la dernière préoccupation, les officiers de justice. La prestation de serment est en cours d'organisation. Évidemment, ce qui a empêcher cela, je ne le comprends pas. Il n'y a pas eu de raison objective pour éviter de faire prêter serment à ces officiers de justice. On appelle officiers de justice ceux qui, au même titre que les greffiers, mais à un niveau supérieur aux greffiers, s'occupent de la mémoire et de l'assistance aux juges. Deuxièmement, il a invoqué l'arrêté portant
je veux dire imparfaitement la dénomination de fonds de greffe. Fonds de greffe, ce sont les prestations que les tribunaux offrent, n'est-ce pas, aux citoyens, et sur lesquels certains prélèvements sont effectués au profit des tribunaux, mais pas aux dépens des citoyens. Et lorsque vous sollicitez un certificat de nationalité, il y a des frais que l'on vous prélève. Ces frais rassemblés sont appelés fonds de greffe parce que ce sont les greffiers qui sont en perspective. Mais c'est une chaîne qui accomplit la prestation. Avant, il a été procédé suivant une répartition sur laquelle je ne voudrais pas revenir, mais à partir d'un certain moment, il y a eu ce que l'on a appelé la budgétisation des fonds, c'est-à-dire que tous les fonds reçus sont reversés au Trésor public et le Trésor public prélève la part de l'État, envoie au ministère de la Justice le solde à répartir, 1, au profit des tribunaux et 2, au profit des acteurs. Il faut un arrêté pour procéder à cette répartition. Le greffier en chef a critiqué devant la Cour constitutionnelle l'arrêté que l'un de mes prédécesseurs a pris, ce qu'il a dit qu'un arrêté ne peut pas, etc., venir sur ce qu'une loi a prévu, mais la Cour constitutionnelle s'est déclarée, me semble-t-il, incompétente sur cette question. Et donc, les fonds de greffe ne sont pas les fonds de la justice, les fonds du ministre de la Justice, ni du ministère de la Justice, ni du président de la République, ni du gouvernement. Ce sont les fonds à restituer aux différents acteurs. Nous avons pris un arrêté après avoir consulté toutes les parties, tous les syndicats de la maison, après avoir sollicité, insisté, requis, n'est-ce pas, un accord de toutes les forces de la maison, afin que leur accord puisse être transformé en décision de notre part et libérer les fonds, parce que les fonds sont là, les tribunaux n'ont pas les moyens pour faire fonctionner, de fonctionnement, mais l'accord n'est pas trouvé. Et lorsque nous avons pris l'arrêté, il y a eu le mouvement d'une partie des syndicats. Nous avons 4 syndicats sur 5. 4 syndicats sur 5. Nous avons considéré avec le président de la République qu'il faille retirer l'arrêté seulement ce qui concerne ce qui revient aux syndicats, aux différents acteurs, mais continuer par remettre aux tribunaux ce qui leur appartient. C'est l'état de la situation, et quand ils recouvreront un peu de communion et nous ferait parvenir un accord, nous allons transformer cela en arrêté. Bien. Monsieur le ministre, nous allons aborder les autres sujets de l'actualité. En 100 jours, le président Talon a repris en main la filière coton. Il y a eu la levée des réquisitions sur les usines de la CEDECO, le remboursement des 12 milliards d'indemnités dues à la Sodampra, la suppression des subventions de l'État. Un empressement qui a étonné plus d'un. Comme le président de la République l'a dit, il pense d'abord à lui-même, avant de penser aux autres. On peut expliquer ça comme ça? Vous allez expliquer ça comme ça, chacun prend l'angle sur lequel son expression, son opinion il est plus à l'aise dans son expression, dans son opinion. Si vous le pensez comme ça, vous aurez ignoré le profit que cela amène à l'État. En fait, c'est que c'est un manière de coton, par ailleurs, le président de la République. Le fait est que le séjour dans l'eau ne fait pas d'un tronc d'arbre un crocodile. Donc même vous aussi, quelque fonction vous puissiez occuper après, on dira que vous êtes journaliste. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, vous savez, ce que je regrette, il n'y a jamais dans ce pays, et sinon très rarement, des travaux d'investigation de la part du journaliste. Disons-nous la vérité. On ne fait pas fonctionner une démocratie sur seulement les appréciations de superficie. Dites-moi, les décisions qu'il a prises, je ne suis pas un expert du coton, les décisions qu'il a prises, dites-moi ce que ces décisions ont fondamentalement, objectivement, de vicieux par rapport à l'État. En quoi et dans quelle mesure elles ont privé l'État, ces décisions, d'avoir les économies attendues. Ce que, très objectivement, en tant que personne, ce que ces décisions ont apporté à Patrice Talon. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas en mesure de fonder les griefs que vous êtes en train de m'exprimer. Est-ce que je peux me prononcer parce que tel est de telle couleur, tel est de telle origine, tel est de telle profession, et parce que la personne est de telle profession, eh bien, tous les actes qu'il pose, c'est dans le sens. Vous voyez ce que on me dit? On me dit que moi, je suis à la tête de la justice parce que je suis un avocat. C'est ça. Est-ce que cela suffit? Cela suffit-il pour apprécier la légitimité
de l'action d'un homme public. Cela ne suffit pas. Dites-moi ce que cela a apporté de mauvais à l'économie en matière de coton. Dites-moi les manifestations, les protestations que les producteurs ont élevées, les protestations que tous ceux qui sont dans les intrants ont élevées, les protestations que les experts en matière de finances publiques, les agents des ministères des Finances et de l'économie, du plan et du développement ont élevées. Parce que ce serait que Patrice Talon n'agit que pour ses intérêts. On pouvait inclure ça dans la dette intérieure de l'État. Pourquoi forcément après se précipiter pour payer d'abord le coton avant de penser donc aux autres opérateurs économiques. L'opinion qui dit qu'on peut inclure ça dans la dette de l'État, moi je ne fais que le droit. Cette proposition doit être aussi justifiée. Dites-moi de quelle manière et suivant quel mécanisme et suivant quel avantage pour élever une possibilité au-dessus d'une autre. Il faut faire la nécessaire comparaison. Soyons dans l'objectivité. Il faut quand même que nous arrivions dans ce pays, que des journalistes, que ça ne soit pas les autres qui fassent ces travaux d'investigation. Il y a des milliards qui ont été payés à ces contrôleurs. Cela suffit-il de la quantité, du nombre de milliards qui ont été payés? Mais et surtout que les dettes des autres secteurs aussi restent à payer, elles sont toujours impayées. Mais ça, le gouvernement a considéré que sa préoccupation majeure, c'est le règlement de la dette intérieure. Et vous n'aurez pas à faire ce reproche au gouvernement, et même au moment où nous intervenons, de ne pas s'occuper de la dette intérieure. Voyez-vous. Mais quand vous le dites, considérez la part du secteur cotonnier dans notre pays, la proportion, n'est-ce pas, dans l'économie béninoise, des activités autour du coton dans notre pays. Et dites, faut-il privilégier les autres secteurs aux dépens du secteur cotonnier? Mais ce travail-là, ce n'est pas mon travail, c'est votre travail. Et c'est à vous d'imposer, de situer le gouvernement sur ces aspects. Encore une fois, vous nous renvoyez la balle. Voilà. Mais vous êtes président de la commission des réformes politiques et institutionnelles mise sur pied par le président Talon. Alors, Vigile Avancé, nous allons peut-être vous donner la parole pour nous donner les grandes lignes, monsieur, donc, ce rapport, très rapidement, et puis après, nous allons rentrer dans le vif du sujet par rapport aux autres questions. Polémiques, monsieur le ministre. Je pense que autant de développement que je ferai, les sujets à polémique prendront toujours le pas. Bon, pourquoi vous n'y allez pas directement sur les sujets à polémique? Donc, voilà. Allons-y alors. Parlons encore une fois de l'argent du franc CFA. Combien aura coûté exactement cette commission contribuable béninois? Non, je ne peux pas vous dire très exactement. Donc, on avance un chiffre de 500 millions de francs CFA. C'est en deçà de ce chiffre. Ce que je vais vous dire, lorsqu'il a été, il a plu au président de la République de me confier l'organisation à la fois de cette commission et de faire en sorte que les résultats soient présentés dans un délai précisé, j'ai considéré qu'il faut, au profit de la commission, aux membres de la commission, les moyens conséquents. Nous avons fait une petite enquête à la maison. Comment cela se passait? Et les résultats qui nous sont parvenus, le président de la République dit non. On ne peut pas payer à une commission 20 millions. On ne peut pas payer à une commission, aux membres d'une commission 10 millions, premièrement. Et je veux dire 18 millions, premièrement. Il dit, alors que toutes les autres commissions sont payées sur la base à la présidence de la République, il dit non, c'est au trésor public qu'il faut présenter. Alors que toutes les autres commissions sont payées en l'absence de tout test, il dit c'est sur la base d'un décret. Résultat, un décret a été pris en Conseil des ministres, ça a été présenté en Conseil des ministres. Il dit, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas excéder, on ne peut pas atteindre ce qui est payé aux membres des autres commissions, premièrement, et deuxièmement, on doit rester dans une fourchette qui n'excède pas 450 millions. 450 millions, pourquoi? 450 millions, premièrement, sur les défraiements des membres de la commission, ça fait 10 millions. 450 millions pour la location des lieux, 450 millions pour l'entretien des commissaires, 450 millions pour la multiplication, le travail d'impression
des documents, 450 millions pour la provision, lorsque nous aurons arrêté les choix au niveau du Conseil des ministres, la provision nécessaire pour transformer le rapport en ouvrage à distribuer. 450 millions pour tout ça. Et donc, c'est l'état de la situation. Nous n'avons rien fait qui ait dépassé ce qui est fait. Nous avons fait tout dans la transparence. Nous avons subi la chaîne financière. Je ne suis pas étonné que ce débat-là ait lieu dans la presse parce que les documents, la traçabilité est plus qu'évidente. Vous allez rechercher, encore une fois, j'ai un lien profond avec les journalistes, mais vous allez rechercher, je vous mets au défi de rechercher, dans les archives de l'État, un seul décret qui est fixé les émoluments des anciennes commissions, vous ne le trouverez pas. Voilà la situation. 10 millions de francs CFA pour chaque journal. C'est là que monsieur le ministre à 5 ans donc, de salaire pour un enseignant. Je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Lorsque vous dites ça, vous n'êtes pas juste. Quand les autres commissions prenaient 20 millions, vous n'avez pas eu l'occasion de le dire. Peut-être parce que vous n'avez pas cette liberté. Alors là aussi, vous êtes injuste. Pourquoi vous êtes injuste? Parce qu'il suffit la manière la plus complaisante de mettre une commission en 6 mois et de se payer 20 millions chaque commissaire. Là, ça satisfait à votre conscience, elle est belle cette conscience. Donc, vous comptez le nombre de jours pour dire aux Béninoises et aux Béninois, non, celui qui a pris 20 millions, il est beaucoup plus généreux, beaucoup plus patriote que celui qui a travaillé sans désemparer, mais totalement en disponibilité pour les travaux que l'État lui a confiés. Oui, mais Maître Diop-Beno, ce qui crève l'œil, ce qui met les Béninois dans cet état, c'est bien le contexte, n'est-ce pas? Ce contexte que vous avez décrété vous-même, je veux parler du gouvernement Patrice Talon, à savoir que il faut plutôt aller à l'économie des économies. Je ne nie pas que le contexte est difficile. Je ne nie pas que le contexte est difficile. Ce que je réprouve, ce qui me déçoit, c'est le jugement de valeur. Et quand vous parlez des Béninois, quand vous parlez de Béninois, j'en compte très peu, si ce n'est pas l'élite. Et alors, l'élite, je suis en capacité de discuter avec elle. Et j'aurai très peu d'arguments de sa part pour considérer que ce que ce gouvernement a fait est d'une gravité telle. J'ai lu dans l'une des colonnes de l'un de vos confrères, scandale financier. Vous savez ce que c'est qu'un scandale financier? Un scandale financier qui passe par un décret, un scandale financier qui passe par toute la chaîne du trésor public, un scandale financier qui est dans la presse. Alors, non, je pense qu'en toute mesure, oui, rien n'est incontestable. Tout est contestable. Mais tout doit être contesté avec justice. Voyez, vous avez des hommes et des femmes qui ont un passé extraordinaire. Et on lit tout ce qu'ils ont fait au fait que l'État a mis à leur disposition les moyens nécessaires pour faire cela. Cela est totalement injuste. Et je ne pense pas que pour parler de la situation économique difficile, on ait besoin de cette forme de lynchage sur les membres de la commission. Vous percevez ça comme ça? Voyez la manière dont vous vous posez vous-même les questions. Pour moi, c'est une forme de lynchage. Ouais. Alors justement, la commission de la réforme politique et institutionnelle a fini dans son boulot. Ouais. Alors certains points font l'unanimité au sein de la commission, tandis que au sein de la population, puisqu'il a déposé le rapport, tandis que les avis restent partagés par rapport sur d'autres. La question du mandat unique. Oui. Monsieur le ministre, pour ou contre le mandat unique? Vous imaginez que je ne puisse... Non, mais je veux dire, premièrement, les réformes proposées par le président de la République sont des réformes systémiques. C'est-à-dire que quand on parle de ce système, il y a un ensemble. Un ensemble. Et donc le mandat unique, c'est un élément des réformes. Le mandat unique n'est pas isolé, il n'est pas désincarné. Et donc tout ne commence pas et ne s'arrête pas au mandat unique. Le mandat unique est la solution par rapport à tout ce que le président de la République propose
notamment en ce qui concerne le système partisan, notamment en ce qui concerne le renforcement des pouvoirs, en ce qui concerne le financement des partis politiques. Au fond, la philosophie générale, c'est quoi? C'est de dire que il vaut mieux avoir un État fort, des institutions fortes, que d'avoir un être humain fort. Et sur le mandat unique, vous imaginez bien que je ne puisse être que pour. Et je veux, avec beaucoup de cœur, insister davantage. Un quinquennat ou un septennat? C'est-à-dire, la durée, moi, c'est pas pour le moment la question. Discutons du principe. Et beaucoup considèrent que, alors, dans une sorte de conservatisme, que on n'a pas touché au mandat. Vous voyez, vous reprochez beaucoup de choses à l'actuel gouvernement. Si vous reprochez cela, et si vous êtes juste avec vous-même, au fond de vous-même, si vous le laissez, alors que vous considérez que ça est tellement vilain, ne lui laissez même pas la possibilité de faire une journée de plus, même s'il avait la possibilité. C'est ça le mandat unique. Si vous considérez que, voilà, payer 10 millions au commissaire, c'est tellement vilain, considérez-vous que nous ayons la possibilité de faire encore 2 mandats. Ce que lorsque vous prenez les présidents de la République, vous allez me dire, sur un siècle, combien de fois vous avez de bons présidents? Combien de fois l'homme, la société, qui raisonnablement prévoit les choses, doit anticiper sur les choses, doit nécessairement considérer que les hommes et les femmes sont moyens. Ils ne sont pas très bons. Que si nous avons les hommes et des femmes très bons à la tête d'une société, c'est exceptionnel. Est-ce que nous allons tenir compte de l'exception ou de la normalité? Et c'est pour cela que nous autres, et surtout avec ce que nous sommes en train de voir, nous avons exposé l'idée du mandat unique dans la campagne. Nous sommes davantage convaincus aujourd'hui de ce que le président de la République peut avoir comme pouvoir, de ce qu'un ministre peut avoir comme prérogative, de ce qu'on peut faire. Vous dites que le garde des Sceaux a invité dans son bureau un juge. Cela n'est pas arrivé, mais cela n'est pas, on n'exclut pas ça. Vous allez admettre là que donc on peut faire 10 ans et inviter un juge tout le temps si vous êtes vraiment pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors ce que nous recherchons, c'est que le pouvoir exécutif puisse être présidentiel, sans doute, avec les attributs du président de la République, mais qu'on le limite. C'est bon pour notre société. C'est faire en sorte que, si vous considérez que le ministre Djokbenou fait tellement mal, le président de la République détruit tout le coton, dites-lui que d'ici 5 ans, il va se retrouver devant les juridictions. Est-ce que cela n'est pas plus profitable que de dire, il détruit tout le coton, il consomme tout à lui-même seul, et vous allez lui donner la possibilité de rester 10 ans. Alors nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais pour les États africains en construction, il faudrait que nous soyons, je veux dire, beaucoup plus raisonnables, et sachant avoir les solutions les plus efficaces pour nos régimes politiques, nos systèmes de gouvernement. Je vais rappeler pour finir, en 1990, quand vous regardez la carte du monde, dans combien d'États il y avait 2 mandats? 5 ans renouvelables une fois. Le Bénin a été parmi les États précurseurs. C'est-à-dire que le débat que vous menez aujourd'hui, les critiques qui sont orientées contre le mandat unique, auraient pu être orientées contre le double mandat. Tous ceux universitaires, politiques, qui disent un mandat de 5 ans renouvelable, une fois c'est bon. En 1990, on pouvait autant critiquer. C'était le septennat renouvelable à l'infini. C'était le quinquennat renouvelable à l'infini. Il n'y avait pas de limitation. Le Bénin a fait. Quelques années plus tard, la France l'a suivi. Et beaucoup d'autres pays africains l'ont suivi. Le Bénin fait son expérience. Il dit, lorsqu'un chef d'État fait une seule minute de plus, ce sont des contrats léonins aux dépens du Bénin formés. Ce sont des concours frauduleux qui sont organisés. C'est l'économie. C'est la soumission totale de l'administration. Lorsque vous n'êtes pas contre moi aujourd'hui, M. Arouansé, lorsque vous êtes contre moi aujourd'hui, M. Arouansé, et que vous êtes un fonctionnaire, il est possible que vous assumiez maintenant votre position, parce que vous avez l'assurance que dans 5 ans, nous allons partir, et que vous allez vous battre pour que nous partions dans 5 ans. Ce qui n'est pas vrai dans un mandat renouvelable, je ne sais pas combien de fois. Oui, mais sur la route de ce principe-là, il y a la Cour constitutionnelle, j'allais dire presque le verrou de la Cour constitutionnelle. Vous savez bien de quoi je parle avec ce
cette décision, cette jurisprudence-là, de ce qu'il a cet article à ne pas réviser? Je vous demande avec je le dis avec beaucoup d'humilité, considérez au moins que ceux qui sont autour du président de la République, ici au Bénin et ailleurs, ne sont pas, je veux dire, des nains en ce qui concerne l'appréciation des décisions de justice, l'appréciation de la jurisprudence, et que nul au monde, dans la position dans laquelle nous sommes, ne conduirait un président de la République et un État à engager des réformes alors même que l'on aurait acquis l'idée qu'il y a un marbre. Non. Je n'ose pas demander si vous avez déjà consulté la Cour avant. On ne peut pas consulter la Cour avant. On ne peut pas consulter la Cour avant. La Cour sera consultée. Mais quand même, la Constitution elle-même, qui dit un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Regardez, faites un commentaire littéral de ce texte. Un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Si la Constitution a dit un mandat de 5 ans renouvelable une fois, vous allez lui reprocher de s'arrêter à un mandat de 5 ans. Vous allez le souverain qui dit dans son texte un mandat de 5 ans renouvelable une fois, vous pouvez lui reprocher d'ajouter beaucoup plus de phrases. Mais vous ne pouvez pas lui reprocher de s'arrêter à un mandat de 5 ans. Mais ça reste une interprétation encore des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, vous êtes en train d'interpréter vous-même la décision de la Cour constitutionnelle. Et donc, toutes les interprétations sont possibles. Pourquoi considérez-vous que la vôtre est supérieure à la mienne? C'est une probabilité plutôt que j'avance. Et donc la mienne est aussi une probabilité. Exactement. Je vous remercie. Monsieur le ministre, on a parlé de l'économie. Vous savez que le chômage, l'oisiveté et puis l'insécurité financière sont un terreau fertile pour des mobilisations populaires, mais aussi donc de la criminalité. Alors face à ce défi crucial, des mesures annoncées par le gouvernement de la rupture semblent très suffisantes, bien sûr, et non pas encore eu de retombées concrètes pour la population. C'est d'ailleurs le constat fait par le président d'honneur du Congrès du Peuple et du Progrès, l'opérateur économique Jean Gounoubé, que nous allons suivre et vous allez commenter tout à l'heure. Suivez. Du côté de la relance de l'économie, des actions sont annoncées. Les emprunts obligataires ont été lancés, mais sur ce point, pendant les 100 jours, on n'a pas vu la relance de l'économie, puisque les dettes intérieures de l'État qui devaient payer en première position n'ont pas pu être payées jusqu'à 100 jours. Au niveau de son mandat unique, on a senti le premier geste. De ce point de vue, il reste dans le cadre de son projet de société. Maintenant, a-t-il réussi partout? Moi, je vais dire, sur le plan des réformes, il est vrai que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tenir les rênes de l'État, il a beaucoup trébuché. Il y a beaucoup de pas en avant, beaucoup de pas en arrière. Sur le plan du sport, il n'a pas toujours été à même d'être en harmonie avec le pouvoir judiciaire. Sur le plan de la couverture médiatique du pays, pour que les organes relaient suffisamment ce qui se fait, la suspension des contrats avec les médias n'a pas été pour moi une bonne chose. On aurait pu, tout en corrigeant, ne pas suspendre systématiquement, parce que là, ça fait des victimes et là, ça traîne davantage la relance de l'économie du Bénin. Monsieur le ministre, la suspension des contrats avec les organes de presse, nous allons parler de nous-mêmes un peu. Alors, à quand la relance? C'est fini avec la presse. Je me demande si les Béninoises et les Béninois ne sont pas préoccupés par les montants que l'on paye aux journalistes. Ils sont préoccupés autant par ce que l'on paye aux commissaires. Donc, je pense que ça rentre dans un ensemble et il faudrait s'en préoccuper. Et quand change le rythme d'un tam-tam, les pas de danse aussi changent. Ce n'est pas heurter les médias, ce n'est pas heurter les journalistes que de considérer que on va plutôt chercher les solutions qui renforcent leur indépendance et de préférer ne pas les tenir par le lien de l'argent que de les tenir autrement. Cela rentre dans le cadre aussi des réformes et les discussions sont en cours par rapport à l'accompagnement pertinent que l'on peut avoir, à la fois pertinent et équitable
à l'égard de tous les organes de presse. Cet accompagnement, c'est l'État, ce n'est pas le président de la République qui doit le faire. Et donc, nous sommes ouverts et le gouvernement cherche de ce point de vue aussi les solutions. La dette intérieure du pays, beaucoup attendent des PFM, parce que vous avez annoncé quand même que du courant juillet, que vous allez les payer, 15 juillet précisément, mais aujourd'hui, c'est le 17, monsieur le ministre. Où en sommes-nous ? Les responsables qui ont la compétence dans ce domaine se prononceront là-dessus. Et lorsque cela a été annoncé, c'est certainement parce que cela sera fait. Et me semble-t-il, puisque nous ne sommes que le 17, vous n'avez sans doute pas les éléments d'appréciation pour établir que cela n'a pas commencé. Et plus, nous sommes un week-end qui se trouve que lundi déjà, ça sera réglé, ça commence pas à être réglé. Attendez lundi alors. Il y a aussi une sorte de contradiction interne au sein du gouvernement. On a vu le ministre ABT est sorti pour contredire quelques ministres aussi. Il y a la césarienne et il y a également le problème issu de taxes sur l'essence. On se dit il y a cacophonie au sein du gouvernement. C'est un début. Vous savez, vous avez beaucoup d'échos de ce que les ministres disent. Nous sommes dans l'action, nous ne nous suivons pas. Je ne sais pas où la contradiction, quelle est l'origine, quelle est la mesure de la contradiction. Ce qui est évident, c'est que le ministre d'État, Biotchane, occupe les fonctions les plus éminentes qui lui permettent à la fois de restaurer, de corriger ce qui peut être mal exprimé sans entrer dans la contradiction. Donc, tenez pour vrai ce que le ministre d'État, Biotchane, a dit. Donc, il n'y aura pas de tasse. Voilà. On a compris, mes désormais. De tasse, quelle tasse? Des taxes sur l'essence, mais comment pouvez-vous considérer que l'État va tasser ce qui est frauduleux? C'est informel. Un ministre a pu avancer. Le ministre des Finances. Mais pas seulement, même. Voilà. Mais est-ce que vous avez reçu l'information de la part du ministre d'État Biotchane? Oui, c'est la position du gouvernement. Nous allons parler maintenant donc des concours frauduleux, puisque vous avez parlé bien sûr donc des sens payots qui est également frauduleusement amené donc dans notre pays. Alors, le gouvernement a annulé donc les concours frauduleux organisés en 2015 au profit du ministère des Finances et de l'économie. Le comité de vérification de ces concours a en effet identifié 23 défaillances et irrégularités, dont la disparition donc des listes d'émargement et des copies. Monsieur le ministre, comment vous avez fait justement pour détecter les fraudeurs, puisque vous parlez bien sûr de disparition donc des fiches d'émargement, puisqu'on a eu quand même des noms. S'il y a disparition de fiches d'émargement, on ne devrait pas. Premièrement, le rapport est déjà dans le domaine public. Et à un moment donné, vous devrez avoir tout le rapport et vous allez comprendre les développements que les commissaires ont fait. Quel est ce développement? Les noms que vous avez reçus, les actes qui ont été mis en exergue par la commission, ce sont des actes qui ne concernent pas l'ensemble des candidats. Parce qu'à un moment donné, vous savez, la passation de service a eu lieu le 6 avril. Le gouvernement a été formé le 6 avril au soir. Le 7 avril, les passations de service ont commencé. Et même les ministres entrant en fonction, il y a toujours un temps pour appréhender. Et ce temps-là, c'était le temps pour certains de dissiper les actes matériels. Et donc, la commission a travaillé sur une portion, a constaté que sur une partie importante des documents relevant de la mémoire de ce concours, eh bien, cette partie importante des documents a été peut-être détruite, peut-être dissipée, en tout cas pas mis à la disposition de l'administration pour faire son travail de vérification. Donc, c'est tout à fait normal que la commission ait eu à se prononcer sur ce qu'elle a retrouvé. Mais qu'elle établisse que ce n'est pas tous les documents qui ont fait l'objet d'examen. Et c'est le sens de ce que vous avez exprimé. Mais vous en aurez la connaissance beaucoup plus ample avec le rapport de la commission.
Aujourd'hui, les choses sont telles quelles et sans doute ce pan donc de la question sera passé devant les tribunaux pour l'aspect pénal certainement, mais il y a aussi l'autre aspect, l'aspect administratif qui donc connaîtra donc la Cour suprême, et là-dessus on dit que les délais ne sont pas avec vous, avec le régime de Patrice Talon. Si on s'en tient seulement au délai, vous n'auriez pas dû faire ça et donc vous êtes en passe de perdre probablement. C'est ça, oui. Vous savez, un être humain qui ne fait pas de choix n'est pas un homme d'action. Et en toutes circonstances, il faut faire un choix. Et en pas hypothèse, tout choix, toute décision est critiquable. Je le dis parce que, au fond, si on ne fait pas ça, que ferait-on? Si on ne fait pas ça, donc on va intégrer les personnes considérées comme reçues, admises à ce concours, l'État va les payer et on va établir dans l'histoire de ce pays qu'il suffit qu'un gouvernement mette un autre devant le fait accompli et que cela, parce que l'on craint la Cour suprême. Vous voyez, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Moi, je ne crains pas la Cour suprême. Je dis, le gouvernement a établi les constats. L'État ne peut pas survivre avec la fraude. Ce n'est pas possible. Un pays ne se consolide pas avec la fraude. On fraude en tout. On fraude pour dire que au CPE, on a 90%. On fraude pour dire qu'au BPC, on a 80%. On fraude et puis, pour entrer en concours, on fraude. Et vous dites que, ça, parce que la Cour suprême va... Non. La Cour suprême aura joué son rôle. Elle peut, et elle a le droit, si tel est son choix, de dire que les actes accomplis par le gouvernement sont des actes, etc. Mais elle va jouer son rôle. Et l'État va jouer. Dans l'instant, c'est l'État qu'on voit. C'est le gouvernement qu'on voit. Dans le futur, vous aurez la Cour suprême si telle personne impliquée la saisissait. Et donc, nous n'avons pas de crainte à avoir. Tout ce que nous avons fait. Et vous avez vu la procédure qui a été suivie. Il y a une enquête qui a été faite. Il y a un rapport qui a été... Et il y a une délibération qui est faite en Conseil des ministres. Nous avons tiré les conséquences. Si le concours n'était pas annulé, sur le fondement de quoi nous allons poursuivre disciplinairement les personnes impliquées? Si le concours n'était pas annulé, sur le fondement de quoi nous allons saisir les tribunaux pour faire sanctionner les actes? Si le concours n'était pas annulé, comment nous allons... Avec quel regard nous serons perçus? Pas nous-mêmes et pas les autres. Voyez-vous? Et donc, de ce point de vue, l'État n'a aucun état, le gouvernement n'a aucun état d'âme sur cette question. Vous parlez de perception, sans doute les Béninois voient bien ce acte. Ce serait un grand revers si la Cour suprême demain donnait raison plutôt à ceux qui sont prétendus pour frauder. Ce serait un grand revers si tous les actes qu'un État accomplit étaient revus, rétoqués par les juridictions supérieures. Mais si on doit craindre cela, il faut tout simplement demander au gouvernement de ne plus accomplir aucun acte. Aucun acte. Parce que vous n'imaginez pas, et vous-même, le fait pour vous d'être aujourd'hui ici, devant moi, est susceptible de recours devant une juridiction. Allez-vous craindre cela et refuser de faire votre travail de journaliste? Ce n'est pas ce que l'autre va dire que l'on craint. C'est ce que l'on doit faire dans la normalité, en suivant les valeurs républicaines et en assumant un politique, c'est un homme ou une femme qui assume ses actes. Alors, Monsieur le ministre, puisque nous sommes tenus par le temps, il nous reste encore 15 minutes avant de recevoir quelques auditeurs. Nous allons parler, monsieur, de l'insécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État fait face à un véritable problème. Il y a les malfrats qui défient le gouvernement. Et le ministre de l'Intérieur a du mal à contrôler, bien sûr, les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je voudrais... Il faut saluer le courage, dans la simplicité et la transparence du ministre en charge de la sécurité, le ministre de l'Intérieur. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit, qu'il dit est vrai. Cela dépend de l'interprétation que l'on en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et qui effraie? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, allez à Dantopa. Je viens d'écrire au ministre de l'Intérieur en disant que nous devons avoir des réunions avec toutes celles et ceux qui manipulent les fonds.
toutes celles et ceux qui manipulent les fonds. Parce ils exposent leur sécurité et ils nous exposent aussi. Il y a une réglementation sur le maniement des deniers, le maniement des fonds publics. Vous ne pouvez pas, M. Awansé, vous ne pouvez pas vous déplacer avec une somme importante d'argent. Vous savez, on a dit dans ce pays, il y a un président de la Sénat dont l'enfant a piqué. Et ça, vous relayez ça tous les jours. Il y a un ministre dont l'enfant a fait, il y a la bonne, etc. Quand on met des centaines de millions à la maison, quand on se déplace et vous ne pouvez pas rentrer dans votre voiture alors que vous avez un chauffeur avec des centaines de millions sans que le chauffeur ne le sache. Vous ne savez pas de quelle éducation est le chauffeur. Vous ne savez pas de quelles sont ses relations. Il nous faut nous-mêmes avoir la prévention nécessaire. La sécurité, ce n'est pas seule l'affaire de l'État. Et de ce point, la Constitution, Benoît dit que c'est l'État qui est garant de la sécurité. Alors, vous allez faire. Voilà le mot garantie, le verbe garantie. Nous avons des résultats catastrophiques parce que nous ne recherchons pas le sens véritable des mots. Garantie, c'est quoi? C'est prêter assistance. C'est prêter secours. Ce n'est pas accomplir les actes à la place de celui qui les accomplit. L'État est le garant. Voilà. L'État est le garant en mettant les forces de sécurité publique, en mettant les moyens. Mais l'État ne va pas se coucher avec vous. Il ne va pas se coucher avec vous. L'État, c'est une personne morale. Vous voyez, vous avez invité à déjeuner vous avez invité l'État à déjeuner depuis combien de temps? Alors, c'est vous, si vous ne le faites pas, oui, l'État va rentrer non pas seulement dans la prévention, mais dans la répression. Donc là, lorsque le citoyen lui-même, sur une moto, se déplace avec une centaine de millions de francs CFA, c'est ce que le ministre de l'Intérieur est en train de dire. Lorsque nous exposons tout, sans aucune mesure de sécurité, nous exposons tout, sans aucune mesure de sécurité, de l'or, des objets précieux, et vous dites que cela, nous sommes un pays d'hommes et de femmes tellement sains qu'on voit cet or, on voit cet argent, que certains ne vont pas succomber à telle tentation. Le ministre de la Justice dit, faites en sorte, le ministre de l'Intérieur dit, faites en sorte, tout au moins, d'avoir. Alors, ce que nous faisons ici, est-ce que vous pensez qu'on pourrait le faire ailleurs? Mais c'est mal exprimé, peut-être. Non, mais peut-être vous avez pris l'interprétation qui. Voilà. De toute façon, la conséquence immédiate de ces propos du ministre Akalafia, c'est cette conférence de presse que vous avez dû donner comme pour réparer ces propos. Comment quelques conférences de presse, je ne sais pas à quel moment vous vous situez. Vous étiez à l'Assemblée nationale. Non, nous avons fait notre conférence de presse avant d'aller à l'Assemblée nationale. C'était avant. Vous voyez, c'est moi qui informe le journaliste. mais il applaudit bien sûr l'opération Mamba. Alors au même moment, il y a eu des braquages, il y a eu la vindicte populaire. Au même moment, le Conseil des ministres dit que voilà, l'opération Mamba a bien marché. Et on a encore l'impression que tout va pour le mieux dans ce pays pour le gouvernement de la rupture, alors qu'il y a des problèmes. Non, personne ne dit que tout va pour le mieux. Et d'ailleurs, si vous n'aurez pas un seul ministre qui est du repos, qui est etc., 24 heures sur 24, sur la braise, 24 heures sur 24, le président de la République lui-même, ça veut dire que tout ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut encore chercher des solutions de qualité. Nul ne dit que tout marche, que nous sommes dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas possible. Avec la situation du Naira au Nigeria, avec l'étouffement prévisible de l'économie, avec le problème du chômage, avec le problème de l'emploi, du sous-emploi, de la sous-rémunération, vous ne direz pas que tout marche pour le mieux. Et le gouvernement en a conscience. Mais évidemment, ce qu'on peut reprocher à un gouvernement, c'est de ne rien faire. Vous dites que l'opération Mamba n'a pas atteint ses objectifs. C'est possible. Mais il faut l'opération Mamba pour constater que c'est insuffisant. Et encore aller plus loin. Et vous savez que le gouvernement est au contact, en tout cas, avec les forces de sécurité et de défense. Et les solutions, au jour le jour, sont préconisées. Vous n'imaginez pas que je les développe ici. Un bout de la queue donc de cette opération Mamba, c'est le jalonnement des élèves gendarmes qu'on voit sur la route Cotonou-Porto-Novo
une sécurité ostentatoire. Est-ce que vous n'exposez pas en quelque sorte la vie de ces élèves gendarmes au menu, carrément, là, qu'on voit sur les routes? Je pense que sur cette question, il faut inviter les spécialistes. Hein. Il faut inviter les spécialistes. Vous savez, moi j'évite d'avoir des observations superficielles sur des sujets aussi importants. Je n'en ai pas la capacité ni la compétence. Donc, le système de sécurité, il faut inviter les spécialistes pour vous en parler. Ben, nous allons écouter un autre élément sonore, monsieur le ministre, sur les 100 premiers jours du président Patrice Talon. Alors, le président de la Fédération béninoise de handball, monsieur Antoine Bono, vous parle directement, il parle de vous. Et vous conseille également, il sera suivi donc du président de la formation politique, la couronne, de monsieur Jacob Ochofa. Nous allons l'écouter, vous allez apprécier. Ben, je profite de l'occasion pour dire au ministre Diogbenou que j'admire beaucoup, le remercier le nouveau gouvernement et vous dire, moi, quand on dit 100 jours, c'est trop tôt pour quand même apprécier ce que un gouvernement qui a hérité du passé que nous connaissons. C'est trop tôt pour apprécier. Donnons-leur encore un peu de temps parce qu'ils sont en train de faire l'état des lieux. Qu'ils continuent l'état des lieux. Mais moi, mes conseils à donner au ministre Diogbenou, s'il m'écoute, c'est qu'il faut que le gouvernement communique. Il ne faudrait pas dire état des lieux, 100 jours, 200 jours, état des lieux, jusqu'en décembre, état des lieux. Là, ils auront le côté négatif du peuple béninois. Ce que moi je demande, je plaide pour les sports de main, en particulier le handball béninois. Le handball est allé à la Coupe du Monde sans tapage, il y a quelques années, avec les mêmes moyens. Et qu'aujourd'hui, qu'on dise que bon, à cause de 50 millions, 100 millions, on ne peut pas sortir du Bénin pour aller jouer. Il a pris à bras le corps les réels problèmes qui minent notre pays. Quand je prends un problème épineux, que tout le monde, le président Yahiboune a essayé d'attaquer ce problème, mais quand il a vu la résistance qu'il y a autour de ça, il a laissé tomber en même temps. Je veux parler de transformer notre pays en 12 provinces. Et le problème crucial qu'il y avait en ce temps-là, c'était comment choisir les chefs-lieux et que cela ne fasse pas trop de remous. Je crois que le président Talon a eu le courage de le faire. Le président Talon est là. Nous avons senti qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans notre pays. Je prends par exemple le système éducatif. Tout le monde connaît le niveau réel de nos élèves. Parce que le problème aujourd'hui, même les enseignants ne sont pas bien formés. Les enseignants ne sont pas bien formés. Et chaque année, nous nous arrangeons pour que le pourcentage d'admissibles aux examens soit élevé. On croit qu'on trompe quelqu'un, mais nous nous trompons. Parce qu'à la longue, quand nos enfants vont sortir pour aller dans les grandes universités, pour aller à l'extérieur, on sentira effectivement que nous avons un niveau qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, le président a voulu qu'on connaisse le niveau réel de nos enfants. Et le résultat est là aujourd'hui, tout le monde crie. Mais il fallait ça quand je prends le problème de délestage. Nous savons à quel niveau nous étions. Je crois que le bilan est largement positif. Alors, Monsieur Joseph Diogbenou, on sait que, parlons d'abord de l'éducation. Vous avez annoncé donc la zone franche du savoir. Du savoir. On sait aussi que les résultats des différents examens, à savoir le CEP et le PPC, ont été ce qu'ils ont été et certainement besoin d'une réponse. Alors, qu'est-ce que vous promettez, vous, régime du président Patrice Talon au Béninois, en ce qui concerne l'éducation? Au moment où vous m'interrogez, la commission en charge de l'éducation est en travaux. Et ces travaux font sans doute indiquer au président de la République les solutions indispensables que nous devons appliquer à notre système éducatif. On peut déjà avancer les principes. Le premier principe, c'est la vérité. La vérité. Le deuxième principe, c'est la formation. L'on ne peut pas avoir un système éducatif de qualité lorsque les hommes et les femmes qui l'animent ne sont pas formés. Et le troisième principe, c'est l'organisation. Il faut faire en sorte que l'éducation ne soit pas influencée par le politique. Là aussi, on parle souvent du pouvoir judiciaire, mais le pouvoir, je pense qu'il y a véritablement un pouvoir éducatif. Le pouvoir éducatif fait qu'un ministre prononce l'affectation d'un enseignant à la veille d'une élection,
que l'on fasse des affectations électives et sélectives, que l'on promeuve, n'est-ce pas, des personnes qui n'ont ni la qualité, ni la capacité au commandement dans nos écoles et nos lycées. Et ça rejaillit sur les enfants, nécessairement sur les enfants. Et donc, la vérité, la formation, l'organisation du système, l'implication des acteurs du système, et puis la question, évidemment, de l'approche, la question du financement du système éducatif doivent nous préoccuper. Et donc, ces questions-là sont actuellement en cours d'étude par la Commission. La question de la carte, à la fois scolaire, universitaire. Savez-vous que nous n'avons pas de carte scolaire? Et que si nous avons une carte scolaire, c'est une carte sur laquelle le politique a une empreinte extrêmement forte, ce qui est anormal. Chacun veut que son village ait une école. Mais il appartient aux spécialistes. Il appartient à ceux qui en ont la compétence d'indiquer, au moyen de la démographie, au moyen de la géographie, au moyen de la disponibilité des ressources, quels sont les villages qui vont disposer des écoles. Alors, de ce point de vue, bien, c'est un chantier global. Et ce chantier, le gouvernement le met en œuvre, mais à partir des résultats de la commission qui est en cours qui finalisera son rapport bientôt. Monsieur le ministre, vous êtes professeur agrégé de droit, vous avez étudié tout le temps dans ce pays, vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur justement pour avoir tous ces diplômes-là. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui avec nos enfants? C'est vrai qu'il y a le WhatsApp, il y a un peu de tout aujourd'hui. Il y a aussi la qualité, bien sûr, de la formation. Ici, la formation des enseignants, il y a des gens qui ont seulement le bac qui enseignent donc dans les enseignements secondaires. Il y a franchement un problème au niveau de l'éducation. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, que une commission est en train de travailler sur la question. Alors, est-ce que, je voulais parler par rapport donc au probatoire, parce que les gens disent qu'il faut revenir avec le probatoire. Est-ce que vous êtes pour ça? Vous savez, il ne faut pas traiter les conséquences, il faut traiter la cause. Il faut bien identifier la cause. Il faut dépasser les phénomènes. Nous avons une sorte de mutation démographique, générationnelle, profonde. Vous et moi, quand on était au collège, on a le bac à plus de 20 ans. Ben, les jeunes ont le bac maintenant à 16 ans. Nous avons une déstructuration, une modification, une mutation sociale. Vous n'avez plus les grands-pères et les grands-mères à la maison. Vous n'avez plus les oncles à la maison. La nucléarisation assez poussée de la famille, notamment dans les villes. Et vous avez aussi le changement de l'approche de l'enseignement, qui, peut-être, elle est pertinente, mais n'est pas intégrante, qui éloigne les parents, de sorte que vous avez dans toutes les matières à prendre les maîtres d'études, lesquels sont les maîtres des enfants à l'école. Et vous avez l'absence de formation totale, aussi bien dans le privé que dans le public. Vous avez tous ces éléments-là. Il faut avoir la prudence de ne pas se prononcer de la manière la plus simple, au moyen d'études scientifiques, au moyen d'études approfondies. Et c'est ça le travail de la commission qui est en cours d'étude. Donc les causes seront identifiées et il faut agir sur les causes. Et faire en sorte que, voyez, quand nos jeunes ont le bac sur le terrain de l'emploi, eh bien, ils sont en compétition, en concurrence avec les jeunes Chinois, avec les jeunes Français, avec les Américains, les Sénégalais, les Sud-Africains. On ne leur dira pas, on ne les préférera pas par rapport à leur pays, à leur origine. On les préférera par rapport à ce qu'ils savent. Et donc, nous avons intérêt, parce que ce pays est un pays de prestation de services, de prestataires de services, nous avons intérêt à ce que le système éducatif soit renforcé et que nos jeunes puissent, quelles que soient les compétitions, être les meilleurs. Et il y a le président de la Fédération béninoise de handball également qui demandait à ce que le gouvernement ait un œil particulièrement pour ce sport-là. Oui, je crois que le ministre des Sports l'entend, l'écoute très bien et que moi-même, je vais porter ce message-là. Il a parlé également du déficit de communication du gouvernement. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Donc, ce dont tout le monde en parle, c'est que ça, c'est un problème. Certainement. Et donc, nous allons nous en préoccuper. Oui, mais justement, vous avez dit, et ça, on peut mettre ça à votre actif, vous avez dit que nous sommes désormais dans une démocratie, Facebook, WhatsApp. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est le gouvernement de Patrice Talon qui l'a renforcé, qui l'a officialisé aussi presque. Vous ne communiquez que par ces canaux-là désormais.
Oh, mais je suis surpris de vous entendre dire que nous ne communiquons que par ces canaux. Sinon, je ne serais pas ici. Non, je ne serais pas. Considérons-nous WhatsApp, Facebook comme une mauvaise chose. Je ne pense même pas que nous ayons que nous puissions avoir un jugement de valeur par rapport à ça. C'est une réalité. Et ça ira en s'intensifiant. La seule chose, c'est de faire en sorte que il y a comme une sorte de professionnalisation des intervenants sur ces réseaux. Et quand il y a professionnalisation, il y a responsabilisation. Et moi, je salue ça, parce qu'il y a dans certains groupes, il y a comme une sorte de code même de contribution, de participation. Ce sont des choses qu'il faut saluer. Et que, au moins, dans le pays, qu'il y ait un organe, une sorte d'observatoire de ces réseaux sociaux, d'encouragement de celles et ceux qui se comportent bien, qui se soumettent par exemple aux règles déontologiques des journalistes et qui pourraient faire en sorte que là où il y a la liberté, qu'il n'y ait pas de l'anarchie et qu'il y ait un minimum de comportement qui aille dans le sens des valeurs républicaines. Parlons toujours de la communication, du déficit de communication. Certains l'assimilent déjà à l'opacité. Parlons particulièrement des conseils des ministres, des nominations. Notamment, vous avez fait le choix, je veux dire le gouvernement de Patrice Talon, de ne plus révéler à travers les comptes rendus du conseil des ministres les nominations, mais par quel truchement, par quel canal désormais il faut être au courant donc des nominations. Vous avez des organes principaux. Vous avez, premièrement, le secrétariat général du gouvernement. C'est l'organe administratif qui produit dans le détail le communiqué du Conseil des ministres. Vous avez le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est l'organe politique qui insiste, à la suite de chaque Conseil des ministres, sur les sujets d'importance, qu'il commente les sujets d'importance. Considérez que quand on dit sujet d'importance, c'est qu'on a fait un choix. Et que tous les sujets ne peuvent pas être des sujets d'importance. Et on ne verra pas, avec le respect qu'on a pour lui, n'est-ce pas? Et on ne verra pas le ministre d'État commenter les sourires des ministres au Conseil des ministres. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Non, le faisait avant lui. Et donc, admettez et acceptez que puisque personne ne le faisait avant lui, qu'il le fasse dans l'orientation fixée par le chef de l'État et dans ce qui est retenu au Conseil des ministres. Pour vous, les journalistes, bien sûr, il y a cet élément d'information importante sur les sujets d'importance. Et souvent, il y a aussi d'autres ministres qui accompagnent le ministre d'État lorsque, dans des secteurs déterminés, les éléments de ces départements deviennent des éléments prioritaires sur lesquels il faut informer. Mais il y a le secrétariat général du gouvernement qui assure la transmission administrative des décisions du Conseil. Mais pas dans le temps. Alors ça, vous voulez que je réponde à tout? Et qu'est-ce qui se fait dans le temps? Est-ce que vous-même vous allez au boulot dans le temps? Voilà. Et qui vous le reprochera? Bien sûr, on va le faire. On va le faire mieux. Vous n'avez pas répondu à la question par quel canal il faut désormais avoir donc les noms de ceux qui sont nommés à des postes donnés. Pas les communiqués du secrétariat général du gouvernement. Pas les communiqués du secrétariat général du gouvernement. Voyez. Et donc, et puis dans notre pays, vous savez dans quel pays on cite avec autant de choses là? Nous voulons être un État respectable et respecté. Nous ne voulons pas être une république dont on dit une république africaine. Vous qui êtes si proche des informations internationales, vous qui êtes si proche de ce qui se passe ailleurs dans les pays occidentaux, voyez-vous combien de fois, aux sorties d'un conseil des ministres à l'Élysée, on vient citer les noms des personnes qui sont nommées? Combien de fois? Nous sommes un État responsable. Le président de la République voudrait que tout ce qui est superflu soit nettoyé, que l'on nous considère comme un État responsable, un État non pas à comparer aux États dont on critique certains comportements. Nous voulons être fiers d'être comparés aux États démocratiques, point. Pas ajouté africain, pas ajouté américain. Voilà. Est-ce superficiel aussi, Patrice Talon à l'Élysée, les Bénins en ont été informés que quand il a été là-bas. Oui, pour des raisons privées, il a profité de son séjour privé pour rencontrer le président Hollande. Vous voyez,
mélanger, ne pas mélanger. On parle toujours du déficit de communication. Non. Le déficit de communication, c'est sur les aspects publics. Il est allé en France pour des raisons strictement privées sur lesquelles moi-même je ne voudrais pas me prononcer. Mais il en a profité parce qu'il y a des sujets qui relèvent d'une importance stratégique pour le Bénin. Il en a profité pour rencontrer le président Hollande. Cela relève aussi de la normalité. Mais il n'a pas fait une visite d'État en France. D'autres disent que c'est pour se mettre le nom du nouvel ambassadeur du Bénin en France, sans doute. Je pense que quand vous inviterez ces autres-là, ils vous préciseront ça. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie, monsieur, du ministre de la Justice et le garde des Sceaux, maître Joseph Diagboué. Nous allons recevoir quelques auditeurs, 2 ou 3 auditeurs, pour vous poser quelques questions, puisque là, nous sommes tenus par le temps. Il nous reste encore 15 minutes. On me fait signe de l'autre côté de la baie vitrée que nous avons déjà des auditeurs qui sont déjà au bout du fil. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Océan FM et Cap FM, Liban FM de Parakou. C'est Soleil FM, non pas Cap FM, c'est Soleil FM. Voilà, Soleil FM, pardon. Merci. Allez-y pour... Oui. Monsieur le ministre garde des Sceaux, Diagboué, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Garou Sodé et Kaye. Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y très rapidement. Merci bien. Monsieur le ministre, écoutez. Au moment où nous, au peuple béninois, sommes en train de souffrir, c'est difficilement au moins une seule fois par jour, pardon. Et maintenant, vous avez fait une commission qui a été partagée 15 millions par là et 10 millions par là. Je n'arrive pas à comprendre, monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes fier de prendre cet argent? Si vous êtes fier, je suis en train de vous dire simplement que Dieu de Béazé Tofa est là pour vous. Voilà. Maintenant, je crois que oui, allez, nous allons prendre un autre auditeur rapidement parce que là, nous sommes là pour des questions pointues. Voilà, deuxième auditeur en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, Barnabé Agbekonou. Barnabé Agbekonou, oui. Allez-y, très rapidement. Voilà, je salue votre invité. Oui. Dans première question, est-il toujours avocat du président de la République? Parce que, à l'écouter partout sur les antennes, je le comprends souvent. Bon, puisqu'il défend souvent, là actuellement il est ministre. Je veux comprendre entre les deux. Oui. Et deuxième question, oui. Il est actuellement ministre, président de la commission des réformes institutionnelles. En tant que ministre, il perçoit un salaire. Et il a reconnu avoir pris les 10 millions. Est-ce qu'il s'est dédoublonné? Je ne sais pas si comprendre ça. Puisqu'il est en même temps ministre, comment il a pu gérer ça? Et une autre question, nous avons entendu dans la presse un parti politique, en l'occurrence le PVR, dénoncer certaines choses que j'aimerais savoir. Le PVR a dit que le président de la République est toujours président du conseil d'administration de l'AIC. Je veux comprendre. Est-ce vrai? J'ai encore entendu que la société Atral actuellement est chargée du bordereau de suivi des cargaisons qui est entre-temps confiée au CNCB. Est-ce vrai? Voilà. Et pour me retirer. Alors, il y a de préoccupations, mais il y a d'autres qui nous attendent. Nous allons les prendre rapidement. Merci donc pour ces différentes préoccupations. Nous allons prendre le troisième auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, à qui bon honneur? Je m'appelle Léandre Amoussou. Léandre Amoussou, oui. Allez-y très rapidement. Voilà. L'aéroport de Tourou, ça c'est à quoi, monsieur le ministre? J'ai posé la question à Orden qui a esquivé. Est-ce qu'un avion peut quitter les Amériques, l'Asie et l'Europe et laisser les aéroports qui nous entourent aller atterrir à Parakou? Ensuite, dites à notre juge là qui veut tuer le football qu'il est petit devant la FIFA, il ne peut rien. Ensuite, pour il faut modérer un peu les propos. Oui. Voilà, il faut modérer un peu les propos parce que voilà, c'est un juge. Hein, vous n'avez pas besoin de poser la question directement au lieu de s'en prendre au juge. Il ne peut pas combattre la FIFA, lui il est petit. Apparemment, il n'a pas. Je crois que nous allons prendre le dernier auditeur hein, parce que là, on a encore quelques 10 minutes. Au dernier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, à qui est mon honneur? On a tourné Abbas depuis Porto Novo. Monsieur Abbas depuis Porto Novo, oui, allez-y. Je salue monsieur le ministre Diagboué Joseph, que j'admire beaucoup. Il est un monsieur très éloquent, qui a tous les atouts à satisfaire l'attente du secteur justice. Messieurs les journalistes, il faut un juge sur ce plateau pour vraiment éclairer la somme de chaque Béninois dans le développement du ministre. J'ai compris que notre justice n'est pas encore libre selon vous dires, monsieur le ministre. En tant que novice, moi, en tant que novice des articles de la justice, quel est l'article qui stipule que dans un État responsable comme le Bénin, il faut informer le gouvernement par le procureur avant d'émettre un mandat d'arrêt? Moi, je pense que normalement, c'est les juges de jugement qui le font. Maintenant,
Pourquoi n'aviez-vous pas, en son temps, émis un appel au mandat d'arrêt contre notre président Patrice Talon, entre-temps pour le dossier d'empoisonnement? Et pour finir, est-ce que vous n'avez pas encore parjuré selon vos dires? Merci, je vous rends l'antenne. Voilà. Merci, auditeur Abbas depuis Porte-Nouveau. Voilà, je crois qu'il y a un autre dernier. Voilà, ok, on me dit qu'il y a un dernier auditeur. Dernier auditeur en ligne, bonjour. Oui, éminent journaliste, bonjour. Bonjour. Sylvestre Solonadé. Oui, Sylvestre Solonadé. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Votre commission a coûté 500 millions à l'État béninois. Combien coûtera la commission sur l'éducation au trésor public? Je finirai en disant, est-ce que vous êtes au courant de la première force de l'opposition dirigée par M. Lotfoueno au Bénin? Je vous remercie. Voilà. Merci donc, M. Sylvestre, pour ces préoccupations. Alors, M. le ministre, voilà donc 5 auditeurs. Je voudrais, il y a 3 ou 4 préoccupations. Je pense que on peut en faire la synthèse. Hein. Tout à fait, oui. La première préoccupation sur la commission, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Nous avons fourni toutes les explications. Deuxièmement, quant à ce que le ministre gagne, je l'indiquerai lorsque j'aurai commencé par être honoré de ce que l'État paye au ministre. Comme vous avez fait, comme vous avez été dit. Oui, j'ai lu, je voudrais dire à tous vos téléspectateurs que je lis Facebook. Aux auditeurs, je veux dire. Aux auditeurs, je lis Facebook. Le WhatsApp aussi. Non, WhatsApp, pas exactement, parce que, vous voyez, on développe souvent de l'addiction. Et un gouvernement, un ministre ne peut pas se mettre. Je le confesse. Moi, de temps en temps, je me connecte, mais je me déconnecte aussitôt. Parce que, à tout lire, on n'est pas concentré. Mais sur Facebook, je lis, et j'ai remarqué que certains attendent fortement que j'indique, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale, les émoluments d'un ministre. Lorsque je voudrais rassurer tout le monde, hein, lorsque ce sera fait, je le ferai. Et si je l'ai fait à l'Assemblée nationale, c'est parce que j'ai perçu les premiers émoluments. Vous n'êtes pas encore payé au gouvernement. Je ne vous le faites pas dire. Donc, alors, deuxièmement, et puis sur les questions de comportement, je suis dans une fierté absolue. Et vous, il y a que ce gouvernement dont les ministres sont dans une simplicité. Vous n'avez plus de gyrophares la nuit. Vous n'avez plus des gars du corps, en nombre illimité. Moi-même, je suis venu chez vous avec moi-même au volant. Et vous ne vous voyez pas. Alors, sur cette question-là, vous n'aurez pas grand-chose à reprocher à ce gouvernement. Alors, de ce point de vue, on m'a demandé si j'en suis fier, totalement fier. Alors, deuxième sujet, le sujet de la justice. Je crois qu'il y a beaucoup à faire comprendre, n'est-ce pas, à certains. Si on devrait se mettre à expliquer, ce serait long. Il y a sans doute des malentendus, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Est-ce que il faut qu'un procureur se prononce avant qu'un juge émette un mandat, etc. Mais que chacun, celles et ceux qui se prononcent, n'oublient pas que c'est quand vient l'heure de s'asseoir qu'on reconnaît l'utilité des faits. Et tout ce que l'on fait, c'est pour garantir, protéger la liberté. Je reviens là-dessus. C'est simple comme de l'eau pure. Nous n'avons pas dans notre système un juge qui rend une décision, qui exécute lui-même la décision, qui prononce un mandat, qui exécute lui-même le mandat. À partir du moment où on l'admettrait, vous aurez tous les juges d'instruction dans vos maisons. J'ai même appris que certains se déplacent dans les choses là, dans les offices, dans les gendarmeries, etc., pour veiller à ce que le mandat soit exécuté. Des magistrats, des juges? Des juges du siège. Il y a, on va dire, une sorte de dysfonctionnement que nous allons corriger. Troisièmement, les questions relatives à Tral, etc., je n'en suis pas informé, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et enfin, la question relative à l'aéroport de Tours, il faut que nous cessions de développer ce que nous pourrions considérer comme nos propres approches. L'aéroport de Tours existe déjà. Il faut le considérer. Ce serait encore plus de la mauvaise gouvernance si nous ignorons que l'aéroport de Tours existe. Que faut-il en faire?
les spécialistes vont nous l'indiquer. Il doit être utile, l'aéroport de Tourou. Puisqu'il existe, il doit être utile. Comment l'aéroport de Tourou doit être utile, il appartient aux spécialistes de nous le dire. À quoi allons-nous destiner l'aéroport de Tourou pour que cela soit utile à l'État, que cela soit utile à nos populations? Il appartient aux spécialistes d'indiquer au gouvernement les meilleures approches. Mais on ne va pas considérer que l'aéroport de Tourou, il est là, on ne va pas l'utiliser, on va bien l'utiliser. Et le président de la République en a conscience. Voilà, je crois que ce sont là les... Le dernier auditeur demandait si vous perceviez les activités de ce parti, le seul qui s'affiche désormais comme parti d'opposition, ce parti qui a institué le mercredi noir à la suite donc vous savez que mercredi rouge. Non, je n'ai pas personnellement, je ne me suis pas encore offert suffisamment le temps pour me transformer en observatoire des partis politiques de l'opposition. Donc, je suis au regret de vous dire que je n'en ai pas connaissance et que je n'en ai pas... je ne connais pas la réalité de ces actions. Et pourtant, vous êtes quand même avec la société civile, les journalistes... Vous me parlez de partis politiques, vous ne me parlez pas de société civile. Oui, mercredi rouge, mercredi noir, ce n'est pas loin. Et ça devrait vous interpeller, vous, particulièrement? Non, pas du tout. Parce que, vous voyez, si d'autres s'en inspirent, c'est très bon. Il n'y a pas de mal à ça. Mercredi jaune. Enfin, quand on faisait mercredi rouge, il y a eu vendredi blanc. Donc, c'est dans la continuité. Merci. Comme écoutera la commission de l'éducation? Je ne le sais pas. Voilà. Le président Talon est toujours président du conseil d'administration de l'AIC? Vous voyez, je suis revenu sur cette question. Je dis, je n'en ai pas connaissance et ce n'est pas possible qu'il soit président de l'AIC. Voilà. Vous n'imaginez quand même pas que on soit président de la République, n'est-ce pas, et président d'associations, d'organismes. Il y a des choses sur lesquelles soi-même on doit faire le filtrage nécessaire. Vous voyez, ça c'est dans l'homme qui est en action, dans l'homme qui est sur le terrain des solutions, et puis chaque fois soulever cela, n'est-ce pas? Vous n'imaginez donc pas ça. C'est-à-dire que ce serait très grave, ce serait gravissime que le président de la République soit le président Et si vous devrez interroger chaque ministre, on va prendre du temps sur ça. Vous voyez que l'exercice sera très difficile. Alors, avant de vous laisser la parole pour votre mot de fin, quels sont les grands défis qui attendent actuellement le gouvernement? C'est-à-dire le gouvernement D'abord, il y a la réforme. Et il faut que nous puissions faire en sorte que la réforme aboutisse. Les réformes, j'ai envie de dire. Oui. Pour ceux qui vous savez que je suis garde des Sceaux. Donc, la réforme des institutions, la révision de la Constitution, nous allons faire aboutir cela avec, je veux dire, la contribution de chacun, notamment des politiques. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les réformes au plan économique, les réformes au plan institutionnel, la question de l'éducation, la question de la santé, la question de l'administration d'une manière générale. Vous ne m'avez pas interrogé, mais je vous y attendais. Et DAF, DRH, tout ça. La meilleure manière de faire en sorte que l'administration soit un outil en service, un outil de service. Vous voyez, que l'administration ne soit pas le problème, mais qu'elle soit la solution. Donc, ce sont des enjeux extrêmement importants, ce sont des défis. La question de l'emploi, la question du chômage, dont nous devrions sentir déjà les éléments de correction dès la fin de cette année. Et dont nous devrions faire en sorte que, évidemment, qu'on ne considère pas que c'est seulement l'administration qui peut régler le problème. Notre fierté sera que les jeunes aient le choix, un choix véritable entre se faire recruter dans l'administration et se faire recruter dans les entreprises privées. Dites-nous pour finir, qui est aujourd'hui le ministre porte-parole du gouvernement de Patrice Talon? Pourquoi voudriez-vous que Patrice Talon ait un porte-parole, que le gouvernement ait un porte-parole? Le gouvernement a une administration. Dites-nous que vous n'en avez pas. Le gouvernement, si vous posez la question ainsi, vous considérez qu'il faut nécessairement un porte-parole. Nous ne considérons pas que c'est nécessaire. Voyez-vous, chaque
ministre est ministre de son secteur, mais dans une cohérence avec le gouvernement. Il y a un secrétariat général du gouvernement, il y a un secrétaire général de la présidence de la République. Il y a des canaux de l'information. Alors si vous voulez revenir sur la question de la communication, je vous en ai donné hâte, elle sera corrigée. Mais pas nécessairement en érigeant un porte-parole du gouvernement. Est-ce que, puisque vous posez la question, est-ce que le rôle du ministre d'État, secrétaire à la présidence sera revu, puisque ça fait également partie des illisibilités donc, du gouvernement de Patrice Talon? Vous aurez bientôt l'AOF du ministre d'État en charge de la présidence de la République, et dans le contenu, vous verrez quelles sont ses attributions exactes. Monsieur le ministre, vous avez 30 secondes pour finir cette émission. Mais vous remerciez parce que je sais que maintenant sur les chaînes, plateaux de télévision, je suis non pas, mais chaleureusement accueilli. et cette chaleur, je l'apprécie. Et je voudrais remercier surtout nos compatriotes de la partie septentrionale, parce que je sais que sur Urban FM, nous avons été, nous sommes écoutés, nous sommes reçus. Nous n'avons pas nous-mêmes encore eu l'occasion de descendre à l'intérieur du pays. C'est parce que nous sommes absolument absorbés et occupés sur le terrain que les ministres du gouvernement ne descendent pas encore. Nous avons les échos de tout ce qui se passe. L'État est proche de chacun et je voudrais en particulier les saluer et saluer tous vos auditeurs et toutes vos auditrices, surtout ceux qui sont préoccupés par la valeur, la qualité, etc. Est-ce que nous sommes encore fiers, etc. Donc je salue chacun, je salue tous. Voilà, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, était donc l'invité de cette émission spéciale consacrée donc aux 100 premiers jours du président de la République, Patrice Talon. Merci à tous les techniciens de Soleil FM de Cotonou et de Urban FM de Parakou, ainsi qu'à Rock Botouré qui est à la technique. Gilles, merci. Merci, hospice candidat à vous.